L'actu décalée, vote de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Quel impact nous avons sur ce plateau? Un traditionnaliste, prêtre de phare, ardent Djenotin. Bonjour, monsieur Djenotin. Bonjour, madame Carole. Bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, vous le savez, la loi adoptée par la majorité à l'Assemblée nationale avec 18 voix contre reconnaît au Bénin désormais 16 royaumes et 90 chefferies réparties en 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Nous allons démarrer par la clarification des concepts. Chefferie supérieure, chefferie coutumière. Quelle nuance faire? Bonjour, madame Carole. Je pense que, comme l'indique le nom, la chefferie supérieure est cette chefferie qui est directement rattachée au royaume. Parce que quand on regarde un peu dans la classification, vous avez quand même 16 royaumes phares et derrière vous avez, au niveau des chefferies supérieures, vous aviez, avant le vote de cette loi, des chefferies supérieures qui se comportaient comme étant des royaumes. Désormais, je pense que le doute est levé à ce niveau et la chefferie coutumière, comme son nom l'indique, est cette chefferie garante de tout ce qui est rattaché à nos us et coutumes. Voilà, toute nuance faite, vous avez depuis 2018 lancé une pétition par rapport à cette loi. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est une injustice qui se voit corrigée et une injustice qu'on pourrait dire causée par la Constitution de 1990 parce qu'elle ne prenait pas en compte les problèmes liés à la royauté, à la chefferie traditionnelle. Oui, merci Madame Carole de rappeler notre combat pour la nécessité de légiférer sur une loi relative à la chefferie traditionnelle au Bénin. C'est désormais chose faite et je pense que c'est une satisfaction pour nous dans un premier temps, même si nous n'avons pas été dans les secrets de Dieu. C'est une satisfaction pour nous désormais de pouvoir disposer de lois qui encadrent et régissent l'organisation des sociétés traditionnelles chez nous, parce que ça aura désormais le mérite de situer un cadre et d'identifier les véritables acteurs. C'est vrai que vous savez, quand on fait des choses, il y a toujours des mécontents, il y aura des remous. Mais lorsqu'on sait véritablement ce qu'on désigne par un royaume, normalement, avant de contester des décisions, il faut pouvoir justifier de ce qu'on est un royaume. Vous voyez, comme je le dis, nous avions mené une démarche qui a fait que nous étions allés voir les têtes couronnées phares, d'autres ne sont plus. Nous avions été avec l'empereur, paix à son âme, de Niki. Nous avons aussi rencontré Sa Majesté Sinandon Wiru, le premier ministre de Niki. Nous avions rencontré le roi du Dahomey, alors Sa Majesté Dazakef Asawaju, parce que pour nous, avant de porter cette loi à l'Assemblée nationale, il fallait parcourir les différentes chefferies, recueillir des avis, mais aussi recueillir l'histoire pour justement ne pas opposer lorsque la loi va être promulguée. Je ne sais pas si c'est la méthodologie qu'a observé le gouvernement, parce que nous avions une méthodologie qui était liée aux langues, parce que vous savez, aucun royaume phare ne peut exister sans une langue forte. Et on dit qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Donc, les royaumes phares qui sont connus de Bénin répondent à deux principes. Le principe de la sédentarité et celui du matriarcat. On ne parle pas de royaume sans ces deux principes. Quand on parle de royaume, ça répond à deux principes. Celui de la sédentarité, derrière celui du matriarcat. Et ensuite, vous avez le projet civilisationnel. Donc, pour se revendiquer, avoir un statut de royaume, il faut être matriarcal, matrilinéaire, justifié de la sédentarité et derrière... En français facile, qu'est-ce que vous mettez dans ces mots? D'accord, pour faire simple, je vais commencer par la sédentarité. Parce que vous savez, quand vous voulez construire une maison, vous achetez des terres. C'est aussi comme ça que les nations se bâtissent. On ne s'installe pas sur une terre au hasard. Lorsqu'on veut s'installer sur une terre,
on a ce qu'on appelle le principe de la sédentarité, c'est-à-dire qu'il y a des ancêtres qui sont commis pour aller apprécier les essences présentes au sein de cette terre et voir comment est-ce qu'on orchestre la vie pour vivre en harmonie avec les esprits qui sont en place et pouvoir mettre en place une civilisation prospère. Donc c'est autour de ça, d'abord dans un premier temps, que se bâtissent les réflexions. Et pourquoi j'ai parlé de matriarcat et de civilisation matrilinéaire? Parce que les civilisations répondent au principe de l'agriculture. Et ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture. Donc les installations, parce qu'il y a civilisation que lorsqu'il y a installation. Et c'est là où vous enterrez vos morts. C'est pour ça que la chefferie traditionnelle prend tout son pouvoir, parce que c'est la chefferie traditionnelle qui est garante de la vitalité des morts. Parce que chez nous, quand on dit Dieu, c'est l'esprit rassemblé. Mais que dire alors des histoires des royaumes? Au niveau des histoires... Parce que c'est sur ces histoires-là que se base l'existence des royaumes. Ouais, ça c'est vrai. Bien sûr, l'histoire est une âme inventée par ceux qui ont fait disparaître la vérité. Vous savez, moi, j'aime à dire que les histoires de notre pays qui existent aujourd'hui dans des langues étrangères. Donc, c'est déjà difficile de mesurer la véracité de ces histoires parce que jusqu'à un passé récent, quand les Occidentaux parlent le français, nos ancêtres ne comprennent pas. Donc, comment est-ce que l'histoire a été transcrite dans des langues étrangères? Quelles étaient les conditions pour être sûr? Parce que il y avait la communication. Mais il y avait la j'en viens, je vais vous donner une preuve. Moi, depuis petit, j'ai grandi et j'ai appris à l'école que, paix à son âme, Sa Majesté Dada Béhanzin a tué sa mère, alors que c'est un gros mensonge qui n'a jamais existé. Il y a même une place qu'on nous montre, qu'on appelle Notchédibé, qu'on dit qu'en réalité, ce n'est pas Tchédibé, mais que c'est Notchédibé. Et c'est le lieu où Sa Majesté Dada Béhanzin aurait exécuté sa mort. À sa mère, c'est à Chifo. Et c'est tout récemment dans la reconstitution de l'histoire que les familles elles-mêmes ont commencé par remuer les plaies. Il y a eu un rapprochement, il y a eu même des aveux, et il y a eu des tentatives de conciliation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de vérités qui sont liées à notre histoire et qui ne sont pas sincères parce qu'elles ne sont pas relatées dans les conditions de la vérité. Et donc, je pense que c'est déjà un pavé qui a été jeté dans la mare. Le président Talon a eu le courage de faire quelque chose. Ce n'est pas parfait, mais ça a déjà le mérite désormais. Au moins, on sait désormais que des ex-détenus des hors-la-loi ne seront plus rois. Parce que quand vous prenez, je pense que c'est l'article 17 qui encadre la chose et qui dit désormais, qui fixe désormais les conditions d'éligibilité pour être roi. Et ça va nous permettre d'éviter beaucoup de situations qui traînent au niveau des royautés. Donc pour vous, c'est que la vote de cette loi, si elle est vulgarisée, c'est-à-dire ça va corriger un certain nombre de choses qui existent, un certain nombre de dysfonctionnements liés à la chefferie traditionnelle. Absolument. Et au royaume. Quand on prend la chefferie traditionnelle, qu'est-ce qu'on n'entend par chefferie traditionnelle? Ce sont les gardiens des connaissances ancestrales qui nous permettent d'asseoir d'abord notre stratégie de défense militaire. C'est pour ça que la chefferie traditionnelle ne doit jamais espérer devenir roi. Il y a un accord de principe, c'est un peu comme entre l'armée et le président de la République, où l'armée ne doit jamais prendre le pouvoir chez le président de la République. Donc, il n'y aura jamais de coup d'État. Et donc, c'est pour ça que la chefferie traditionnelle est garante des lois ancestrales qui permettent de sécuriser les terres, tandis que le roi est là pour administrer et gérer la cité. Donc, au niveau de la chefferie traditionnelle, il y a des connaissances ancestrales dont la manipulation doit nécessairement être sécurisée, parce que ce n'est pas des connaissances qui doivent tomber dans les mains de n'importe qui. Or, si ce n'est pas encadré et que tout le monde pratique, comment est-ce qu'on peut censurer? Vous savez, avant, vous avez rang de dignitaires de la chefferie traditionnelle lorsque vous possédez une science ou lorsque vous possédez un orisha dont la particularité permet le développement de la localité, soit parce que vous guérissez des maladies incurables et qui font que les gens viennent d'ailleurs pour se faire soigner dans cette contrée, et donc ça fait une plus-value en termes d'impact économique par rapport à votre connaissance
pour le royaume et vous êtes anobli, vous faites partie de la chefferie traditionnelle. Donc avant, lorsque c'était encadré, quand je dis avant, c'était avant la période coloniale où les rois avaient plein pouvoir et où la chefferie traditionnelle était connue. Personne ne peut installer une divinité vaudou chez lui sans l'autorisation du roi et sans l'autorisation du clergé de la chefferie traditionnelle qui vient constater si véritablement cette entité qui est en train d'être introduite sur les terres est une entité salvatrice qui va concourir au développement. Aujourd'hui, parce que ce n'est pas encadré, ce n'est pas censuré, il y a beaucoup de divinités dont on ne connaît pas véritablement l'origine, encore moins l'impact sur les essences spirituelles de nos terres et qui peuplent notre terre. Et donc, je pense qu'à partir du moment où il y a un cadre, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de mécontents, beaucoup de remous. Même moi qui suis ici, je ne suis pas du tout content. Justement, quelle est votre appréciation par rapport à cette loi qui est votée à l'Assemblée nationale? Parce que nous savons qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent contre, et pas les moindres, des cadres, des intellectuels qui pensent que cette loi, dans son application, posera problème. Avant de parler de l'application, on n'est pas Dieu pour déjà maudire un bébé qui est en train de naître. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de failles. Quelles sont ces failles-là, selon vous? Ces failles, pour moi, sont d'ordre de la méthodologie. Je pense qu'il fallait faire beaucoup de débats en profondeur avant d'aller vers le vote de cette loi. Parce que nous avions une méthodologie qui était, dans un premier temps, d'aller présenter le projet au royaume phare qui détiennent quand même la véracité de l'histoire du Bénin. Ensuite, de mettre tout ce groupe en 4 ethnies phares. Et parce que, comme je vous l'ai dit, un royaume se construit autour de la langue et autour du projet civilisationnel. Et moi, dans mes enquêtes, j'étais allé plus loin. J'étais allé juste au point du choix d'une langue officielle pour le Bénin. J'ai été surpris que c'est la partie du nord du Bénin, en tout cas une partie devant témoin, qui a reconnu qu'il faut qu'on choisisse le fond comme langue officielle. Derrière, vous avez parlé tout à l'heure de la pluralité des langues, mais il faut savoir que les langues n'ont pas toujours été créées pour communiquer. Les langues ont été créées à une certaine époque pour enseigner certains savoirs dans les couvents. Donc, ce n'étaient pas des langues que tout le monde devait parler. C'était des langues qu'on utilisait pour enseigner des choses dans les couvents, afin que l'initié, quand il sort du couvent, ne puisse pas révéler des secrets du couvent à un non-initié. Mais vous savez, il y a des problèmes d'ordre social qui naissent avec la création. C'est-à-dire que quand vous sortez un téléphone portable, vous pensez régler un problème, mais à partir du moment où le téléphone portable sort, l'humain va trouver d'autres configurations et utiliser le téléphone portable à d'autres fins. Donc, je pense, comme je l'ai dit, moi-même, je ne suis pas satisfait. Justement, qu'est-ce que vous reprochez ou quelles sont les insuffisances que vous dénoncez par rapport à ces lois? C'est vrai que vous avez commencé par évoquer l'aspect où il fallait faire des enquêtes, il fallait réunir un certain nombre de dignitaires. Voilà. Exactement. Moi, je n'aime pas les choses qui se font dans la précipitation. Moi, c'est ma nature. Je ne dis pas que c'est la nature. C'est vrai qu'on ne sait pas tout le travail qui a été fait en amont, on ne pourra pas juger. Moi, je suis tout le temps avec les gens, par exemple, à Abomey, où je communique, il y a même ceux qui ont les tests en main ne sont pas contents. Même ceux qui ont les tests en main ne sont pas contents. Et le principal reproche, c'est que les lois ont été promulguées sans qu'ils soient consultés. Même ceux que la loi touche. Ça n'a pas encore été promulgué, mais voter que la loi soit votée. Pardon. Donc, même ceux que la loi touche, parce que quand on prend par exemple la succession du trône dans le royaume de Dahomey, il y a un problème. Parce que, paix à son âme, Sa Majesté Dada Glele, quand lui mourait, il dit Gaon et Vodo Glele dit. Vous comprenez? Mais il a laissé d'autres fils. Le premier qui a dirigé, c'est Sa Majesté Dada Béanzé. Mais il n'est pas mort sur le pouvoir, il est parti. D'accord? Après lui, il y a eu des rois, il y a eu d'autres fils de Glele. Aujourd'hui, il y a même une stratégie de succession qui veut que si les Béanzins restent, après les Agoliago vont rester, après les Sabadjou vont rester. Bon, et puis il y a aussi que, en réalité, un roi, d'accord, il a son statut de roi, ni de Khoto.
Donc vous allez entendre qu'il y a des rois en dit vous comprenez? Donc déjà, dans la succession, il fallait même régler des problèmes liés à la succession du pouvoir. Ces problèmes, ça existe Sur les déjà dans certains oui, royaumes. Oui, parce que Dans ces les royaumes problèmes existent avant de penser à mettre en place une loi qui encadre ces gens. Parce qu'il y a des familles, à cause de la succession du pouvoir, ne s'adressent pas la parole. Jusqu'à présent. Et les problèmes sont là. Et bon, compte tenu de mon appartenance, je participe à certains débats dans certains cercles très fermés. Et donc, je suis au courant de beaucoup de choses que je ne peux pas étaler sur la place publique. Et c'est pour ça que nous pensons que la loi aurait dû tenir compte en profondeur de la situation socio-historique de notre pays avant qu'on ne la porte devant les institutions. Mais moi, je voudrais vous demander, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra régler tous les problèmes qui sont liés à ça, à la royauté, avant de prendre mettre quelque chose de propre sur la place publique? Non, c'est pour ça. Est-ce qu'on pourra contenter tout le monde? On ne pourra jamais contenter tout le monde. Mais nous sommes dans une démarche scientifique. Et une démarche scientifique, pour qu'elle aboutisse convenablement, répond à une méthodologie. Vous voyez, et quand à partir du moment où vous mettez en place quelque chose, et dès la naissance, il y a déjà beaucoup de critiques, c'est qu'il y a une méthodologie de fond qui n'est pas respectée, ne serait-ce qu'à travers le dialogue. On ne demande pas de contenter tout le monde. Mais dans cette problématique, il fallait donner priorité en profondeur au dialogue pour, à défaut de contenter tout le monde, expliquer ce pourquoi ceux-ci ne font pas partie de la chose et ce pourquoi ceux-ci ont été choisis. Je pense que lorsque vous avez le mérite d'exposer ce que vous êtes en train de faire et de dire aux gens, voilà les critères, ceux qui vont monter au créneau pourront monter au créneau en disant, je respectais tel critère, mais je n'ai pas été pris en compte. Sincèrement, le temps passe. Mais comme je le dis, on ne va pas critiquer. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Maintenant que c'est lancé, les acteurs peuvent toujours apporter de l'eau au moulin, toujours continuer. Moi, en mangeant, l'appétit vient. Oui, à chaque fois qu'il y a des préoccupations liées à la chefferie traditionnelle, moi, je prends mon stylo, j'écris un courrier que je vais déposer à la présidence de la République parce que le président Patrice Talon est le premier magistrat du pays. Et c'est à lui que revient quand même le pouvoir décisionnaire d'analyser, au-delà de toutes les informations qu'il détient, l'urgence. Mais il faut aussi comprendre quelque chose dans la méthodologie du président Patrice Talon. Et je pense qu'avant de s'en prendre aux choses, il faut comprendre la vision. Le monsieur a investi beaucoup d'argent et son énergie, son temps dans les organisations des Vaudou-Déis. Donc, il en a fait une vision stratégique pour son projet, peut-être et pour sa succession. D'accord? Mais ce ne serait pas logique qu'il soit en train de promouvoir les Vaudou-Déis alors que le cadre juridique de la chefferie traditionnelle n'est pas toiletté. Donc, je pense que ce qui fait, ça suit une logique. Après que ça soit bien fait ou pas, comme je vous l'ai dit, moi, je suis mécontent. Parce que ça fait 12 ans que j'ai investi de l'argent de ma poche et que j'ai même créé une application, que j'ai même mis en place un think tank pour permettre de mettre cette loi dans les meilleures dispositions. Parce que je vous assure, regardez par exemple la Grande-Bretagne, le Japon, ces pays qui ont toujours conservé le pouvoir de la royauté dans leur vision. Vous voyez bien que même quand ça tangue, ces pays restent debout. Parce que nous avons toujours besoin de deux forces. Le président de la République seul ne peut pas apporter toutes les solutions dans une nation. Au problème. Nous vous aurons compris, mais je voudrais savoir concrètement, aujourd'hui, avec ces insuffisances dont vous parlez, quelles seront les difficultés auxquelles seront confrontés les gens dans l'application, dans la mise en œuvre de ces lois votées aujourd'hui? En réalité, les difficultés seront liées aux pratiques sur le terrain. Vous voyez? Parce que quand vous regardez même... Lesquelles? Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsque vous êtes très rapidement, roi, on n'a plus que 2 minutes ou 3 minutes. Lorsque vous êtes roi, ce qui vous confère totalement votre statut de roi, c'est la capacité que vous avez à aller dans des temples dédiés aux ancêtres et à faire certaines cérémonies données.
Or, ce n'est pas l'État qui impose ça. Vous voyez un peu. Donc, si avant la loi, il n'y a pas une acceptation de la loi, ces gens vont porter le titre, mais ne pourront pas exister sur le plan spirituel. C'est ça la principale problématique. Et moi, je suis en train de dire que même si éventuellement la loi est mise en application aujourd'hui et que ça regorge d'autres problèmes, même après la promulgation, je pense que les problèmes qui existent à l'interne, par exemple, peuvent continuer toujours à être résolus. Et que on peut relire encore cette loi. Bien sûr, mais la loi, moi, je ne suis pas en train de la critiquer. Je suis en train d'exposer des faits. Exactement. Et derrière moi, je sais que le gouvernement accompagne, vous voyez, les organisations de la chefferie traditionnelle. Et il y a aussi une nécessité de voir clair dans ce vers qui l'argent est envoyé. Comment c'est envoyé. Il y a peut-être d'autres dispositions ultérieures qui viendront et qu'on n'a pas encore connaissance. Sinon, au niveau de... Bon, ceux qui parlent, parce que depuis que le président est arrivé, il a mis en place une association des guérisseurs de la chefferie traditionnelle. Il les a recensés sur tout le territoire national. Quand je faisais mes sorties aussi, bon, quand je venais, les gens pensaient même que je venais au nom du président. Donc, ils sortaient leur... Oui, les étrennes. Non, c'était pas, c'est des gens, des pitogues avec leur enseigne pour montrer qu'ils sont enregistrés par l'État et ils étaient fiers de l'exposer. Donc, je pense qu'il y avait un recensement qui se faisait sur plusieurs années, selon ce que j'ai vu sur le terrain. Mais le véritable problème, c'est au niveau des tensions sociales. C'est au niveau des tensions sociales parce que l'héritage a pour principal problème les tensions sociales. Et ces tensions, malheureusement, gangrènent véritablement la chefferie traditionnelle. Et ce n'est pas avec une loi, malheureusement, qu'on va régler. C'est déjà un bon dialogue que vous prenez. Voilà, c'est priorité au dialogue. Mais c'est déjà un bon début que d'avoir un cadre. On verra les personnes intelligentes. S'il y a des personnes intelligentes dans cette mamaille-là, qui comprennent désormais qu'il y a un cadre et que si en s'harmonisant, en s'adaptant, parce qu'on dit que l'intelligence est une faculté d'adaptation. Si vous avez la faculté de vous adapter aux situations auxquelles vous faites face, assurément, vous allez vous en sortir. Donc, il y a un cadre. En tout cas, les libellés sont clairs et si on peut s'adapter, on va pouvoir s'en sortir. Merci à vous, Monsieur Djenontin. Merci, Marc, de m'avoir accompagné, de rester sur ce plateau avec moi. C'est la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour aborder toutes les subtilités liées au vote de cette loi, mais nous avons quand même essayé de voir les insuffisances qu'elle regorge et les solutions qu'il faille apporter avant sa promulgation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous avec Maury Arnaud Agua demain, même chaîne, même heure. Ce sera Matin d'Éden.